Il y a quelque chose dans la forêt. 10 mars 2020. Mes potes et moi on se chauffe pour aller faire du bivouac dans les montagnes des Vosges. Le bivouac, c'est une pratique qui consiste à faire des randonnées sur plusieurs jours, à l'intérieur desquelles tu campes dans des endroits différents chaque nuit. Les Vosges, c'est un endroit assez populaire pour ça. C'est vaste, riche de lieux magnifiques, et avec une faune et une flore variées. Bref, on arrive le premier jour un peu stressé mais excité, avec toutes nos affaires. Tout se passe sans encombre, on arrive à s'adapter à ces nouveaux enjeux, mais ensuite, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas prévu du tout. La deuxième journée se passe sans difficulté, tout comme la première. On installe notre campement dans une forêt dense et très sombre la nuit tombée. Elle était aussi attenante à un lac. Il y a un truc important à savoir, c'est qu'on était quatre, et qu'on avait le genre de grosse tente où on tient un cadre dedans en se serrant un petit peu. Donc une fois la nuit tombée, on s'endort. Mais plus tard dans la nuit, je suis réveillé par quelque chose de l'extérieur de la tente, qui me touche le bras de manière étrange, comme si quelque chose me caressait. À ce moment-là, je regarde derrière moi et constate avec terreur que mes trois amis sont à côté de moi. Je prends alors une voix grave et dis: Je sais pas qui t'es, mais t'as intérêt à dégager. Et là, une voix d'homme me répond: Si j'étais vous, je rangerais mes affaires et je partirais. C'était dit d'une manière absurdement calme, voire sans vie. À ce moment-là, réveillé par le bruit, mes amis me regardent terrorisés. Je dis alors: Ok, on va partir, mais laisse-nous tranquilles. Après avoir rangé les affaires à l'intérieur de la tente, je me décide à sortir. Et c'est là que je l'ai vue, une silhouette sombre, me faisant face, assise sur une barque du lac, à quelques pas de la tente. Après avoir vécu ça, on a écourté nos vacances et on est rentré le lendemain. J'ai beau en reparler avec eux et rigoler de tout ça, j'oublierai jamais à quel point c'était bizarre. Les caresses sur mon bras, sa silhouette qui nous fixait de loin sur sa barque, ça me hante encore. L'histoire que je viens de vous raconter est entièrement fausse. En vérité, elle est à moitié rédigée et à moitié copiée sur une histoire sûrement inventée, postée par le redditeur With This Account I Can. Mais c'est pas important qu'elle soit vraie ou pas. Ce que je veux vous montrer, c'est l'aspect fascinant qu'on apporte à la forêt, l'atmosphère qu'elle amène, qui fait qu'elle est aussi belle que mystérieuse, et aussi mystérieuse que terrifiante. Quand j'ai entendu parler du film The Place Beyond the Pines, qui se traduit par l'endroit au-delà des sapins, mon cerveau imaginatif et pourri aux histoires d'horreur a directement eu des questions en tête. Questions du style: qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette forêt? C'est quoi cet endroit? Est-ce que c'est dangereux de le découvrir? Est-ce que ça a un rapport avec des choses qu'on aurait pu cacher, loin dans la forêt, là où personne ne chercherait? Au final, le film ne parle absolument pas de ça. Mais c'est une étrange réaction que j'ai eue avec du recul. La simple évocation de sapins, d'une forêt, m'a fait miroiter, imaginer de grands mystères, intrigants et horribles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce qu'il y a dans la forêt, qui nous appelle autant. Car oui, il y a quelque chose dans la forêt. Pour commencer cette première partie, j'aimerais vous montrer une certaine particularité, spécifique aux forêts. Et pour vous la faire parvenir, je vais vous montrer un poème de Baudelaire. Ce poème s'appelle Correspondance, et vient de son fameux recueil de poèmes, Les Fleurs du Mal. Dans Correspondance, on va trouver une théorie, la synesthésie, qui veut que des choses nous évoquent des sens absents. C'est par exemple quand tu maintiens que ton cahier de maths doit être rouge, et pas bleu, parce que les maths c'est rouge. C'est mis magnifiquement en valeur, mais c'est pas pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Nous, on va plutôt parler de la représentation de la nature que propose Baudelaire dans les deux premiers quatrains. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est tout de suite divinisée, au premier vers, avec le mot temple. Cette métaphore est filée, notamment avec au même vers la notion de pilier, qui, attachée à l'adjectif vivant, nous renvoie aux arbres. Ce temple est aussi rempli de symboles, des forêts de symboles.
Et ces symboles, c'est pas ceux d'un temple normal. Ces symboles, ils regardent l'homme. Ce sont les animaux qui y vivent. Tout ça donne lieu à une mystification de la nature, avec un grand N. La nature a une présence. On entre dans un endroit vivant qui communique avec nous et nous observe. La deuxième idée plus présente dans le deuxième quatrain, c'est l'idée que cette communication a du mal à passer. On va retrouver le champ lexical de la confusion, confuse, confonde, ténébreuse et profonde, ou encore nuit qui s'oppose à clarté. Cette idée de confusion, elle va être mise en valeur par une assonance, en on, qui va durer tout le deuxième quatrain, et qui va imiter l'écho mystérieux qu'entend l'homme du poème dans cette nature si obscure et mystique. Voilà une manière bien étrange que de représenter la nature, et plus particulièrement la forêt. Je vais maintenant vous montrer que cette vision est partagée par plus de gens que vous ne le pensez, à commencer par le développeur du jeu, Animal Well. Dans ce jeu, on va se retrouver dans un environnement boisé, humide et sombre, mais magnifique, de par ses couleurs néon ainsi que sa faune et sa flore variées. Je pense que c'est une merveilleuse illustration de correspondance. On a vraiment ce sentiment d'être, quelque part, habité d'une certaine vie, une certaine âme qui nous est incompréhensible et imperceptible. On retrouve aussi les piliers, les symboles ainsi que la nuit, tous des éléments rapportés dans le texte de Baudelaire. Cela va de pair avec le fait qu'Animal Well est un jeu d'énigmes, et pas n'importe lequel. C'est vraiment un jeu d'énigmes tiré par les cheveux. La musique y est pour beaucoup, aussi. Je pense surtout à l'OST Weird Dogs, qui est parfaite pour illustrer l'écho mystérieux du poème de Baudelaire. Un autre jeu d'énigmes, moins farfelu mais tout aussi envoûtant, qui partage cette même atmosphère, c'est Inscription. Dans ce titre, vous commencez votre partie dans une cabane, celle du vieux Léchi. Le vieux Léchi se rapporte au monstre de la mythologie slave, le Liechi. Dans la mythologie, c'est un humanoïde à la peau bleue, arborant une forte pilosité uniquement composée de mousse d'arbre, qui joue des tours aux hommes qui se perdent dans la forêt. Cependant, il est très proche de la nature et aidera la personne qui la respectera. Il est aussi très proche des animaux. Dans l'inscription, celui-ci vous invitera à jouer à un jeu de cartes avec lui. Jeu de cartes faisant s'affronter différents animaux transformés par le biais d'un appareil photo. Au cœur de la première partie du jeu, la problématique sera de transformer le Léchi en carte, au moyen de son propre appareil photo. Et c'est en se baladant dans sa cabane, entre les parties de cartes, que l'on est censé y arriver. C'est étrange, c'est sombre, c'est cryptique. Il y a deux moments qui m'ont marqué dans ce jeu. Le premier, c'est celui où on se retrouve la nuit devant une cabane, celle du Léchi, éclairée de l'intérieur. Le deuxième, c'est lors du combat de boss contre celui-ci, lors duquel il y a toute une mise en scène autour de la lune. Dans cette première partie, on a donc pu voir que la nature peut être représentée d'une manière plutôt étonnante, c'est-à-dire de manière plus obscure, énigmatique, mystique, qui peut nous fasciner et nous amener à concevoir la forêt autrement. Mais ces éléments, vous trouvez pas qu'ils iraient super bien avec un genre particulier ? Les forêts et l'horreur, c'est une grande histoire d'amour. Le jeu d'horreur qui se passe en forêt le plus connu, c'est très certainement le jeu Slenderman, dans lequel tu dois collecter 8 feuilles sans te faire attraper pour gagner la partie. Mais Slenderman, ça commence à dater, alors je vous propose de faire un tour dans quelque chose de beaucoup plus récent. Shadow of the Earth Tree, le DLC d'Elden Ring, nous a lâché pas mal de surprises, mais il y en a une qui m'a plu plus que les autres. Lorsque vous vous baladez sur la map, vous allez souvent tomber sur des endroits vides,
des immenses crevasses qui semblent sans fond. C'est si profond que même en descendant plusieurs fois, vous ne verrez sûrement pas le fond. En vérité, c'est une zone bel et bien accessible. Simplement, il faut passer par une espèce de crypte cauchemardesque, ainsi qu'un des boss les plus rageants que j'ai eu à faire. Mais vous savez quoi? Eh bien, ça en vaut la peine. La zone des bois abyssaux est une leçon en direction artistique. J'aurais jamais pensé qualifier d'horreur un jeu From Software. C'est souvent pas très accueillant, mais pas de là à poser le terme horrifique. Mais cette zone, c'est autre chose. Dans les entrailles du DLC se cache une forêt meurtrie par le manque de lumière qui ne peut parvenir aux arbres si profondément. Il y a une chose qu'on remarque dès qu'on commence à marcher. Cet endroit n'est pas fait pour qu'on soit là. Le temps semble suspendu, comme si tout était mort ou trop faible pour bouger. On ne peut pas appeler notre cheval, ce qui nous force à rester dans une position vulnérable, mais surtout, un peu partout, on peut trouver des messages qui nous implorent de ne pas continuer. Sauf que c'est trop tard. Le moment où j'ai vraiment arrêté de rigoler devant la zone, c'est le moment où je courais dans tous les sens pour échapper à des rats, et que je suis tombé sur cet endroit. J'ai lu le message au sol qui m'indiquait qu'il fallait que j'utilise les buissons pour me cacher. Mais me cacher de quoi? Eh bah, ces trucs-là. Donc pas de souci, je me cache, jusqu'à arriver à un certain buisson qui avait une jolie fleur. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand on marche sur la jolie fleur? Voilà. Ça, c'est le moment où je me voyais plus dans Elden Ring, mais dans un jeu d'horreur. Je vais pas vous dévoiler tout ce que cette zone a à cacher, je veux pas retirer l'envie aux gens de jouer à ce DLC fabuleux, mais tout est fait pour nous mettre mal à l'aise. Regardez si quelque chose nous suit, craindre même la plus petite des bêtes. Et c'est l'une des rares zones où quand j'atteignais un checkpoint, j'étais vraiment content. C'est fou comme l'application de certains paramètres peut vraiment changer toute l'expérience de jeu. Bon, Elden Ring c'est bien beau, mais il est temps de parler du jeu que je ne pouvais pas ne pas mettre dans cette vidéo. The Forest. Pour ceux qui n'ont jamais fait le pas de jouer au jeu ou de regarder un let's play, on joue un personnage qui voyage en avion avec son fils, avant de s'écraser sur une île sur laquelle résident des cannibales, notamment un en particulier qui volera notre fils au tout début. Si le jeu se prénomme The Forest, c'est parce que l'île entière est une énorme forêt. Donc, forêt angoissante, cannibale à nos trousses. Ah oui, et évidemment, c'est un jeu de survie qui vous demandera de bouger votre cul afin de vous nourrir et vous défendre. J'ai des super souvenirs de quand je jouais à ce jeu en coop, mais il y a un truc que je pouvais pas m'empêcher de faire sans comprendre pourquoi. Ce truc, c'était phaser, en regardant au loin. En fait, la forêt semble toujours cacher quelque chose. Et c'est vrai, il y a des endroits cachés dans le jeu, mais même après avoir tout découvert, il reste un sentiment étrange. En fait, je crois que c'était lorsqu'il n'y avait plus de cannibales pour me distraire, plus d'amis avec qui jouer, que j'étais seul auprès d'un feu de camp la nuit, que j'avais vraiment peur. La question c'est... J'avais peur de quoi? Eh bien, de ce qu'il y a dans la forêt. Cette présence indescriptible qui semble parler lorsque le vent passe entre les feuilles des arbres de ce monde virtuel. Même derrière un écran, la forêt est intrigante. Elle nous appelle et en même temps, c'est comme si elle cherchait à nous faire fuir. C'est peut-être de ça dont parlait Baudelaire dans son poème. C'est quoi une tour de vigie? C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre sous peine de devoir mettre fin à la vidéo. Des tours de vigie, on en a en France, mais ça se trouve surtout en Amérique. On trouve de larges forêts dans des coins arides qui risquent de voir des départs de feu arriver. En fait, c'est tout simplement une tour dans laquelle réside un garde forestier chargé de regarder et signaler, s'il y en a, les feux de forêt, afin de pouvoir les éteindre plus rapidement. Vous l'avez remarqué, afin de leur faciliter la tâche, la tour est mise en hauteur, avec de nombreuses fenêtres. Souvent, ces mêmes gardes ont certains devoirs moins faciles, comme faire appliquer la loi à l'intérieur des forêts ou parcs à l'intérieur desquels ils sont. Pour ces gens-là,
la tour de vigie, c'est plus qu'un bureau de travail, c'est carrément leur maison. Ils vivent, mangent et dorment dedans. La question maintenant, c'est pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bah parce que ça me fascine. Depuis tout à l'heure, on parle de forêt, mais combien de vous sont-ils déjà allés dans une forêt? Combien de vous ont déjà dormi dans une forêt? Ceux qui habitent dans des tours de vigie vivent dedans. Ils vivent dans les forêts, au plus proche de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Bon, maintenant, petit exercice de pensée. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne idée, dans un endroit comme une forêt, de s'enfermer dans un petit espace en hauteur avec une seule issue pour sortir, et entièrement couvert de vitres, afin que n'importe quoi puisse vous voir de l'extérieur de celle-ci? Eh bien, vous n'avez même pas besoin de réfléchir à tout ça, car le développeur du jeu d'horreur Fears to Fathom Ironbark Lookout l'a fait pour vous. Plus sérieusement, ce jeu est une angoisse pure et dure. Le style graphique est génial, la gestion des couleurs et de la lumière est folle, les personnages sont exceptionnellement bien écrits, c'est un jeu qui te fait t'arracher les cheveux quand t'apprends qu'il ne dure que quelques heures et non pas des dizaines. D'abord, l'aspect confusion dont on parlait au début. C'est en plein dedans. Tout est trop étrange. Et ce, dès le début du jeu. Les personnages parlent mais ne font pas tout le temps sens, il y a cette espèce de je ne sais quoi super étrange dans leur manière de bouger, et le pire, c'est ce filtre vieillot à l'écran qui met extrêmement mal à l'aise. Le jeu se paie évidemment le luxe de vous parler de disparition d'enfants dans la forêt, suivi d'un jumpscare, suivi d'une marche la nuit dans les bois jusqu'à votre tour, mais c'est pas ça le plus dérangeant. Non. Le plus dérangeant, c'est que vos collègues n'arrêtent pas de faire référence à quelque chose qui serait là. Mais quand on pose des questions, aucune réponse. Et puis à la fin, lors d'une certaine nuit où on nous demande de regarder un départ de feu en mettant nos jumelles, on tombe sur quelque chose. C'est ça qui est con avec une tour de vigie. C'est comme habiter dans un phare, on sait où tu es. Fuir? Mais fuir où? Dans l'obscurité de la forêt? Voilà pourquoi je trouve que ce jeu est particulièrement terrifiant. Après, vous savez, les tours de vigie, c'est pas juste fait pour espionner des cultes. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais Firewatch en est un très bon exemple. D'ailleurs, c'est curieux, mais dans Firewatch aussi, il y a toute une histoire de choses cachées dans les bois. De toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir avec les forêts, la tour de vigie est l'élément qui met le plus en valeur ce que je trouve de plus fascinant dans celle-ci. Et ce que je cherchais à montrer avec le poème de Baudelaire. Tous ces jeux sont liés par cette étrange aura qui émane de cet environnement particulier. J'aimerais qu'on s'intéresse à une toute dernière chose avant de se quitter, et cette chose, c'est... Parce que Baudelaire n'avait pas de PS5, j'ai envie qu'on s'intéresse un petit peu à toute la culture qui entoure la forêt, afin de comprendre les influences de ce qu'on contemple depuis le début de la vidéo. Le premier élément dont j'aimerais parler, ce sont les cryptides. Mais qu'est-ce que c'est un cryptide? C'est donc un animal dont l'existence n'est pas prouvée et fait débat. On va en voir ici quelques-uns, notamment celui qui vient en tête le premier, le Bigfoot, ou le Sasquatch. Le Bigfoot, c'est une légende qui est née en Amérique ainsi qu'au Canada. Un espèce de gros truc humanoïde
poilu, bizarre, qui est ni humain, ni singe, ni quoi que ce soit en fait. C'est le plus connu et ça se ressent. J'avais dit que je parlerais plus de jeux vidéo, mais il y a carrément un jeu assez connu qui est sorti où on incarne un chasseur qui le traque. Mais quand on y réfléchit un peu, c'est quelque chose d'assez intimidant quand même. Je pense qu'il y a plus d'un campeur qui s'est pissé dessus en entendant son nom. En Europe, moins connu, on a le Crampu, un genre de bouc démoniaque qui veut punir les enfants. Beaucoup moins impressionnant, on a en France le Dahu, un espèce de chevreuil avec les pattes plus longues d'un côté que de l'autre. Tous ces cryptides, ça paraît rien, mais ça stimule l'imaginaire à penser qu'il y a plus que ce que l'on voit dans la nature, qu'elle nous cache quelque chose. Autre que les cryptides, évidemment, il y a toutes les histoires horribles se finissant dans des forêts, que ce soit des meurtres faits par des psychopathes, ou par des cultes comme on peut le voir dans Fears to Fathom. Vous seriez surpris de savoir ce qui a été retrouvé dans des forêts. Dans le summum du creepy et de ce qui est horrible à s'imaginer, on trouve dans la culture Navarro les skinwalkers. Ce sont à la base des chamans qui évolueront ensuite simplement en des créatures, qui prennent l'apparence d'animaux ou d'humains afin de tromper et faire du mal au malheureux qui se fera avoir. Il y a des vidéos absolument terrifiantes d'artistes 3D qui mettent en scène des animaux au comportement étrange et faisant des cris d'humains. C'est juste horrible, donc je vais arrêter d'en parler, mais c'est juste pour vous montrer que tout ça peut nous mener bien loin. De la beauté d'Animal Well à l'horreur, il n'y a qu'un pas. On a donc pu voir une multitude de manières de représenter l'environnement qu'est la forêt, plus particulièrement par le prisme du poème Correspondance de Baudelaire. On a vu comment c'était utilisé dans le jeu vidéo, que ce soit de manière plus contemplative ou alors horrifique. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'espère que ce dont on a parlé vous a autant intrigué que moi, j'espère vous avoir fait découvrir des choses, ou alors encore mieux, voir différemment des choses que vous connaissiez déjà. Je suis curieux de connaître votre avis sur tout ça en commentaire, vu que c'est pas un sujet banal. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, voire une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.